votre respiration, Thierry. Romario! Rebound para Ronaldinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Brasil! Bienvenue dans 11 de choc, le podcast qui secoue l'histoire du foot et ça fait plaisir d'entendre ce générique puisqu'on va parler de la Seleção do Brasil. Ah oui, la plage, le soleil. Pour un nouveau 11 type, un 11 type 5 étoiles avec Benoît bien sûr. Salut tout le monde. Prêt à nous délivrer ton 11 Joga Bonito? Ah ouais, là, il y a du magicien, il y a de quoi se faire plaisir avec les Brésiliens. Il y a du beau monde. C'est vraiment un des 11, je trouve, qui fait le plus plaisir à faire. Alors avant qu'on partage nos 11 et qu'on en débatte, je vais faire un petit rappel des règles. Donc on parlera que de la sélection brésilienne. On va mettre de côté les carrières de club pour se concentrer uniquement sur les accomplissements des joueurs avec le maillot du Brésil. Je rappelle qu'on prend pour point de départ les années 70, Coupe du Monde 70 incluse, ce qui a son importance vu qu'on va parler du Brésil. Et oui, forcément. Et on a toujours nos critères d'évaluation pour les joueurs. Donc, premier critère, tout simplement le niveau intrinsèque du joueur. Deuxième critère, la longévité, le nombre de sélections, le nombre de participations à des Coupes du Monde. Troisième critère, le palmarès. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de champions du monde. Ouais, c'est clair. Quatrième critère, l'importance du joueur dans la sélection, son rôle, son influence. Et dernier critère, l'importance dans les grands matchs, dans les grandes compétitions. Voilà ce dont on va débattre. Je te propose qu'on commence assez vite. Peut-être qu'on rappelle d'abord le système dans lequel on va jouer. Moi, ce sera un 4-4-2. Un 4-4-2, Bah, très bien. parfait. 4-4-2 avec des joueurs plutôt de côté, une pointe basse, un numéro 10. Ok, et moi je vais jouer avec deux meneurs de jeu, donc on verra ça quand on arrivera au milieu de terrain. Et bien on va commencer poste par poste. Je te laisse nous présenter le gardien que tu as retenu pour ta sélection pour ton 11 type. Alors moi j'ai choisi Taffarel en tant que gardien. Alors c'est sûrement pas le meilleur gardien brésilien de manière intrinsèque. Il a une grande longévité quand même par rapport à d'autres gardiens brésiliens. Ouais. Après le vrai concurrent c'est Terlisson qui a aussi cette longévité mais qui je trouve, même s'il est meilleur dans son niveau, a beaucoup moins de faits décisifs en sélection. Bah, je vais être d'accord avec toi parce que j'ai fait exactement le même choix. Taffarel, c'est 101 sélections. C'est un joueur qui va rester pendant 10 ans titulaire. Et tu l'as dit, il n'y a pas de joueurs qui vont avoir une telle stabilité dans les cages du Brésil, en dehors d'Alisson récemment. Mais évidemment, la différence, c'est que Taffarel, il y a un titre de champion du monde. Il y a aussi 2 séances de tir au but victorieuses en Coupe du Monde. La finale de 94, la demi-finale de 98. Il en sort 2 en finale 94, 2 en 98 contre les Pays-Bas. Ouais, c'est ça, exactement. Sur l'exercice, il est bon, hein. Il est bon parce que même Bah en oui. club, je crois, il y a une finale, je crois, qui se joue. Avec Galatasaray, quand Ouais. ils gagnent la Coupe UEFA face à Arsenal en Ouais. 2000. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Alisson, en fait, c'est ça qui lui manque. Il lui manque un fait d'armes. Il y a juste une Copa América qui est gagnée en 2019, mais c'est tout. Et il lui manque justement cet exploit individuel de gardien de but. Et notamment, pour moi, ça aurait pu être cette séance de tir au but face à la Croatie en 2022, mais il va pas sortir vainqueur de ce duel avec le gardien croate. Donc, il suffisait peut-être juste de cet exploit-là pour passer devant Taffarel, mais là, je trouve que ça suffit pas. Même en 2018 contre la Belgique, il est pas décisif, alors il y a pas de séance, mais il est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il fait pas d'erreurs grossières, il coûte pas de défaite à son équipe, mais il a pas ce côté déterminant dans les grandes compètes qu'on a besoin d'un. Ouais, c'est ça. C'est que si on en reste effectivement avec le maillot de la sélection, je trouve que c'est dur de mettre Alisson. Alors après, je peux comprendre qu'on puisse le mettre parce qu'intrinsèquement, le Brésil n'a jamais eu de gardien aussi fort qu'Alisson. C'est-à-dire que jamais ils ont eu un gardien qui peut prétendre être le meilleur gardien du monde. Et avec Alisson, pour le coup, c'est le cas. Mais c'est Julio César, sur une courte période, il est vraiment il est vraiment très décisif. fort, ouais, c'est vrai. Il loupe un peu le train au début de sa carrière, et où il est pris par Dida, et finalement il devient titulaire un peu sur le tard. Et puis pour le coup, lui, il est dans le drama de 2014, donc c'est compliqué de le mettre. Aussi, c'est vrai. Par contre, tu vois, là où certains peuvent peut-être avoir une hésitation avec Dida, enfin, pour moi, j'étais très loin dans les débats, tu vois. Ouais, alors Dida, j'ai regardé quand même, c'est 91 sélections avec le Brésil. C'est vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps titulaire avant la Coupe du Monde 2002. Il est tout le temps titulaire après la Coupe du Monde 2002, mais à la Coupe du Monde, c'est Marcos dans les buts. Donc à partir de là, il est plus dans la discussion.
Ouais, ouais, il a cette image, je pense, de gardien, légendaire, notamment parce qu'il a eu, cette carrière au Milan AC, mais en sélection, ça a été, beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour le gardien de but. On va pouvoir passer aux arrières latéraux avec l'arrière droit qui devrait peut-être pas faire de débat. On va Ah, pour voir. moi, c'est impossible de mettre, quelqu'un d'autre que Cafu. Je suis d'accord. Donc Cafu, qui était quand même challengé, hein. Qui est quand même challengé, je pense, par Carlos Alberto, puisque les deux joueurs vont soulever la Coupe du Monde en tant que capitaine. Mais là, pour le coup, on a vraiment la longévité du côté de Cafu. Évidemment, quand on parle de Cafu, on est obligé de parler de ses stats. 3 finales jouées de Coupe du Monde. 3 finales consécutives. Alors bon, la 94, il joue remplaçant au début, mais c'est quand même fou. Jouer 3 finales de suite, Et waouh. avec 2 victoires à la clé, 2 titres de champion du monde, 94 et 2002. 2002, on l'a dit, il est capitaine, c'est lui qui soulève la coupe du monde. Presque 16 ans de longévité en sélection. Il y a pas grand-chose d'autre à dire. Évidemment, en plus, c'est un joueur qui est vraiment vu comme un des meilleurs à son poste. Ouais, ouais, c'est fort, c'est mythique, c'est solide, défensivement, solide offensivement. Donc voilà, Carlos Alberto, juste pour comparer, bah, c'est aussi un excellent joueur, hein, évidemment. Mais en fait, vu qu'on part des années 70, il y a cette Coupe du Monde 70, mais après, malheureusement, c'est un joueur qui va être blessé et il va avoir une carrière beaucoup trop courte, en fait. À partir de 70, en fait, il joue plus que 5 matchs avec le Brésil parce qu'il y a trop souvent des blessures. Donc à partir de là, il n'y a même plus de comparaison Oui, possible. oui, je suis d'accord. Alors après, le Brésil va quand même produire un sacré paquet d'excellents latéraux. Ce qu'on n'a pas cité non plus Maicon ou Dani Alves qui vont clairement dominer ce poste aussi, hein. Et peut-être même plus que Cafu, hein. Bah, Daniel Alves, c'est surtout un joueur dominant au FC Barcelone. En fait, Ouais. avec le Brésil, c'est compliqué parce que quand il doit devenir un leader, dans les années 2010, bah, il va pas y arriver. Il va même pas être titulaire, sur la coupe du monde 2014 tout le long de la compète. Et même en 2010, hein, c'est Maicon qui joue arrière droit. Dani Alves, il est replacé au milieu de terrain. Ouais, et peut-être que leur concurrence les a tués aussi, il leur a pas permis de s'installer vraiment en sélection, mais ce qui manque aux 2 de toute façon par rapport à Cafu, c'est l'aspect, leadership. Bah, ils n'ont pas non plus le palmarès, et même s'ils sont tous les deux très très bons offensivement, ça reste aussi deux joueurs beaucoup moins rassurants défensivement que Cafu. Ouais, ça oui, oui, c'est sûr. Et je voulais évoquer aussi un autre arrière droit qui est beaucoup moins connu, c'est Leandro, qui est le latéral droit du Brésil 82. Je l'évoque parce qu'en fait, au Brésil, il est souvent considéré comme le meilleur latéral droit de l'histoire. Parce qu'il a une technique exceptionnelle, c'est un joueur fabuleux. Mais pour le coup, ça manque aussi de fait d'armes avec le Brésil. On n'est que sur 27 sélections. Et ben, notamment aussi parce qu'il va rater la Coupe du Monde 86. Par solidarité avec Renato Gaucho, qui exclut pour une sortie nocturne quelques semaines avant le mondial. Et donc, lui, comme il était aussi de la sortie avec Renato, et il n'y a que Renato qui avait été sanctionné par Tele Santana, il va décider de ne pas aller à la Coupe du Monde aussi. Mais voilà, donc joueur fort, mais plus avec le maillot de Flamengo qu'avec le maillot de la sélection. Ouais, sortie nocturne, moi mon équipe, Il y a beaucoup de elle sorties peut avoir nocturnes. ouais, ouais, elle peut avoir quelques problèmes, de fiesta. Mmh. Bon, on va passer au latéral gauche. Je reste sur du classique, hein. Moi sur le latéral gauche, Roberto Carlos, Roberto Carlos pour moi aussi. On va refaire la paire Cafu-Roberto Carlos. Un peu plus d'hésitation là que pour Cafu, avec Junior notamment. Plus qu'avec Marcelo, hein, pour tout dire. Ouais, bah, Marcelo, c'est un super joueur, brésilien de club, mais en sélection, il a aucune image marquante, je le vois contre l'Allemagne où il prend le bouillon, quoi, tout le match, donc c'est Ah oui, c'est ça, il est sur la photo quoi, à chaque fois, avec sa grosse touffe. c'est Ah ouais, compliqué. non mais je suis d'accord. Ouais. Et Marcelo, en fait, c'est ça, c'est la longévité. C'est-à-dire qu'il est là de 2006 à 2018. Il est dans tous les albums Panini, mais il est aussi là dans un Brésil qui gagne rien. Il est là dans la débâcle du C1. Alors Roberto Carlos, on le met tous les deux. Lui aussi, il a ses petites boulettes, hein, Il en a complètement, notamment surtout contre la France, contre la en France. 98 et en 2006. Ouais, c'est ça. Donc 2 fois quand même sur les éliminations du Brésil contre la France, bah, il est un peu coupable, mais on parle d'un joueur, là aussi ultra dominant à son poste, dans sa génération. Champion du monde au final 2002, finaliste quand même en 98, 127 sélections, donc là c'est un record à son poste, hein, là derrière gauche. Buteur en plus en Coupe du Monde, ça reste un acteur majeur hein, dans les Coupes du Monde. Moi je t'ai dit, j'avais quand même une petite hésitation avec Junior, parce que Junior, c'est aussi une longévité exceptionnelle. Donc là, on parle du Brésil des années 80.
Et on parle d'un joueur incroyable qui a une technique, une vision Et qui ambidextre. techniquement, il est certainement au-dessus de Roberto Ah bah Carlos. oui, parce que là, on parle d'un mec qui est quasiment un meneur de jeu qui joue latéral. Il va même jouer dans le C'est milieu un peu le profil de Marcelo, en fait. Dans le style, Marcelo, c'est un joueur, très offensif, hein, avec quand même plus de vista pour Junior. C'est un joueur qui peut vraiment évoluer dans le cœur du jeu. Mais par contre, le problème, c'est qu'il a aussi son lot de boulettes avec la sélection. En 82, il est clairement coupable sur l'élimination du Brésil, au moins sur le deuxième but italien. Donc il n'y en a aucun qui est irréprochable sur ce poste d'arrière gauche. Et à ce jeu-là, je trouve que c'est Roberto Carlos qui mérite le plus d'être titulaire dans son 11 type, et notamment grâce au titre de champion du monde. Eh beh, très bien pour les latéraux. On peut passer à la charnière. Moi, j'ai essayé de faire une charnière un peu équilibrée avec un joueur un peu dur sur l'homme, Lucio en stopper et un mec plutôt relanceur propre, Thiago Silva. Je vais avoir exactement la même. Lucio, Thiago Silva. Je sais pas si tu as la même analyse que moi. Lucio, pour moi, c'était le plus évident. Parce que champion du monde, Oui, voilà, c'est le premier nom que tu te dis et après Thiago Silva, il devient vite en tête. Le truc, c'est que Thiago Silva, à l'inverse de Lucio, lui, il a rien gagné, quoi. Enfin, il a pas gagné de coupe du monde et il traîne un peu, pour le coup, tout ce qu'on a pu dire sur Barcelo, il est dans des faillites collectives, mais là, je trouve que l'écart entre Thiago Silva et potentiellement d'autres, défenseurs centraux, il est trop grand. Il y a Marquinhos, mais qui a le même problème, donc après tu vas chercher Aldaïr. moi, honnêtement, Thiago Silva, je voulais pas le mettre. Je trouve qu'avec le maillot du Brésil, il y a... Trop sensible, Mais trop non, mais il y a trop de points négatifs, il y a trop de boulettes, c'est-à-dire qu'il y a trop de fiascos. 2014, il est complètement absent en termes de leadership, alors que c'est le capitaine de l'équipe. En huitième de finale, il fait tout pour pas tirer son penalty. Il se place en 11e tireur et il soutient pas ses coéquipiers. Il regarde même pas la séance, il a la tête dans le sol pendant toute la séance de tir au but. Il se fait suspendre pour la demi-finale. Mais en fait, le fait qu'il soit absent et qu'il participe pas à la débâcle, pour moi, c'est aussi sa responsabilité. Il est responsable de ne pas être là lors du 7-1. Après, il va y avoir la Copa América 2015, où il fait cette main complètement débile contre le Paraguay qui coûtera l'élimination. Dunga va lui retirer le brassard, il va pleurer dans les médias. Finalement, il sera plus appelé. En fait, c'est tellement compliqué, Thiago Silva, avec la ouais, voilà, sélection. allez, on l'enlève du coup. Ben non, C'est mais bon, du coup, c'était... tu m'as convaincu. Non, mais c'était hyper compliqué de le mettre. Et en fait, le problème, c'est ce que tu as dit, c'est la concurrence. C'est qui tu mets à la place. Ah, mais le Brésil peut gagner la prochaine coupe du monde et Marquinhos prend la place, c'est bon. Ah, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place, quoi, pour prendre cette place de défenseur aux côtés de Lucio. Mais malgré tout, Thiago Silva, c'est 113 sélections. C'est 4 Coupes du Monde jouées quand même, hein, de 2010 à 2022, dont 3 en tant que capitaine. Et une grosse Coupe du Monde 2018 aussi quand même. Là, il est présent. Ouais. Donc voilà, ça fait que malgré tout, il rentre. Et il rentre aussi parce que même si le Brésil a eu beaucoup de bons défenseurs, c'est un peu comme les gardiens. Ils n'ont jamais eu de défenseur central aussi fort, je pense. En tout cas, qui peut vraiment prétendre à un moment donné être le meilleur à son poste. C'est-à-dire que même un Lucio, qui fait partie des meilleurs de sa génération, hein, il reste quand même un cran en dessous de mecs comme Nesta, Cannavaro, Terry, Vidic. Et Thiago Silva, il a ce truc-là d'être à un moment donné peut-être le meilleur. Bon, c'est sûr, sur une période, c'est sûr que ça l'est. Ses premières années au PSG, là où il arrive, c'est un des meilleurs joueurs du monde, hein, c'est clair. Donc voilà, au final, je vais le mettre dedans, mais vraiment parce que le niveau avec les autres joueurs à son poste, il y a trop de différence. Il y a un autre joueur quand même qui était excellent, un des tout meilleurs dans les années 70, c'est Luis Pereira. Mais Luis Pereira, malheureusement, c'est que 32 sélections. C'est un joueur qui va être très important dans le Brésil 74, mais c'est un Brésil qui va flopper. Et après, en 75, il part à l'Atlético Madrid, donc il va s'imposer en Europe comme un des tout meilleurs défenseurs du monde. À ce moment-là, en fait, le fait qu'il soit en Europe, ça fait aussi qu'il joue moins avec la sélection. Donc il n'a pas malheureusement l'expérience qu'il lui faut en sélection pour pouvoir prétendre aussi à une place. Mais après, tu l'as dit, Aldaïr, beau défenseur, hein, Aldaïr, mais on n'est pas sur un top joueur non plus, quoi. Mais il y a de la place sur ce poste pour la prochaine génération. Marquinhos, Gabriel. Et sinon, c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé sur Lucio, mais Lucio, ça a été quand même monstrueux. C'est peut-être lui qui méritait le plus ce surnom de haut monstro, hein, beaucoup plus que Thiago Silva. Ah oui, totalement. Ah, lui, c'est une boule de muscle, hein. C'est ultra rapide, ultra costaud, mais c'est aussi techniquement assez propre. Donc en fait, il a ce côté très dur sur l'homme que peuvent avoir les défenseurs brésiliens, style Carlos Moser, Ouais, c'est ce que etc. j'allais dire. Mais avec en Il est plus, mimosé. beaucoup plus de
de technique, c'est un défenseur très complet, ouais. Très atypique aussi, capable de monter en dribble, etc. Très bien dans cette équipe du Brésil. Bon, ça fait quand même une belle défense. Ah, ça fait une belle défense, hein. On a des joueurs de légende à tous les postes. On va passer au milieu de terrain. Il va y avoir un peu plus de débat, à mon avis. Il faut faire des choix et il faut aussi trouver les milieux défensifs pour avoir une équipe équilibrée. Faut trouver ton milieu défensif qui va mordre les mollets. Bon, on va donner directement les noms des 4 joueurs. Oui, si tu veux. Eh ben moi, ce sera Dunga et Roberto Falcao qui vont soutenir 2 numéros 10, Zico et Rivaldo. Donc moi, je vais jouer aussi avec Dunga en point de basse, avec Zico en meneur de jeu, et je vais jouer avec 2 milieux offensifs excentrés qui sont Neymar à gauche et Ronaldinho à droite. Très bien. Donc, on a 2 joueurs en commun, c'est Dunga et Zico. On va commencer par Dunga, qui est tous les deux notre numéro 6. Le Didier Deschamps du Brésil. Capitaine du Brésil, champion du monde 94. Capitaine aussi en 98, hein, il est encore là Ouais. pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà, le mec est impeccable dans son rôle d'aboyeur. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait un peu tâche en soi de l'avoir Ça fait chier de là. le mettre dans un top 11 de all-time du Brésil, mais pour le coup, les seules images que tu as de ce mec, c'est avec les sélections, quoi, et il est capitaine, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un gars qui est charismatique. C'est un gars qui est carré, comme sa coupe de cheveux de G.I. Joe. De toute façon, il est là pour ça, pour recadrer ses coéquipiers. D'ailleurs, il y a une image assez drôle au Mondial 98 où tu vois Dunga péter une durite sur Bebeto en plein match face au Maroc. Donc, il avait vraiment ce rôle de flic. Et c'est vrai qu'on a parlé du critère d'impact sur l'équipe. Il a peut-être pas un impact énorme dans le jeu, mais il a un impact dans le leadership, dans la motivation qui est indéniable. Et c'est pour ça qu'il va être dedans. Parce que aussi, il n'y a pas non plus beaucoup de numéro 6 qui peuvent lui prendre cette place-là. Il y en a des très bons, des numéro 6 Des meilleurs que brésiliens dans lui d'ailleurs, l'histoire, des bien ça c'est meilleurs que clair. lui. On peut citer Emerson, Gilberto Silva, Casemiro, Fernandinho. Tonio Cerezo, oui, il y en a Ouais, plein. il y a plein de très bons numéro 6 brésiliens, mais il n'y en a aucun qui ressort vraiment. Et Dunga, il sort du lot. C'est-à-dire que quand tu penses au Brésil de 94, je pense que très vite tu penses à Dunga. D'ailleurs, c'est pas toujours positif d'évoquer Dunga parce qu'en général, on utilise son nom pour décrire justement un Brésil assez moche, le Brésil des années 90. Bah oui, lui il incarne ça, c'est ce que j'allais te dire. Si Dunga il devient vite aussi dans ce Brésil-là, c'est aussi parce que ce Brésil, il est beaucoup moins, flamboyant et agréable à regarder jouer que les Brésils d'avant, donc Oui, oui, c'est sûr, mais au final, je trouve qu'il s'impose dans ce 11 type parce qu'il est très représentatif d'une équipe championne du monde. Et c'est presque inévitable de le mettre quand on doit choisir un 6. Parce que si on compare ne serait-ce qu'avec les autres champions du monde, on va avoir Claudio Aldo et Gilberto Silva. Mais Gilberto Silva, qui est peut-être le plus fort des trois, qui est même sûrement le plus fort des trois, c'est pas du tout un nom qui ressort quand tu penses à cette équipe de 2002. mais il est important, hein. Il joue tous les matchs, il fait aussi la coupe du monde 2010, c'est un mec Je suis qui est un peu dans d'accord. l'ombre, hein, quand même. Si j'avais pas mis Dunga, je pense que c'est Gilberto Silva qui était le plus haut Mais derrière dans ma liste. quand tu penses à la Coupe du Monde 2002, tu penses à Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos. Gilberto Silva, c'est peut-être le 7e, 8e nom que tu vas citer. Oui, mais c'est plutôt pour le côté, le côté star. C'est pour ça qu'il devient pas en tête. Après dans l'équilibre de l'équipe, je pense qu'il est très important. Mais parce que c'est aussi le rôle qui veut ça. Quand tu es numéro 6 avec autant de dribbleurs et de stars, bah, forcément que tu es un peu dans l'ombre de ces mecs-là. Ouais, mais tu peux être un peu plus C'est charismatique. ça. Et il a pas ça, Ouais, c'est Gilberto pour ça. Silva. Et d'ailleurs, il a pas ça tout simplement parce qu'il devait pas être titulaire à cette Coupe du Monde 2002. En fait, il remplace Emerson, qui était capitaine du Brésil justement et qui est forfait. Et on a l'image de Cafu qui soulève la Coupe du Monde, mais ça aurait pu être Emerson. Et là, je pense qu'on aurait un tout autre débat avec Dunga. Ouais, c'est clair. Et juste pour conclure sur Dunga, je pense que c'est bien de rappeler son palmarès. Une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, 2 Copa América, une Coupe des Confédérations. Donc c'est simple, dans le Brésil post-70, il n'y a que 2 joueurs qui font mieux, c'est Cafu et Ronaldo. Donc c'est vraiment un joueur qui incarne le Brésil qui gagne. Il y a un Brésil flamboyant, spectaculaire, mais il y a aussi un Brésil besogneux, moche et qui gagne, et lui il incarne son Brésil-là. Donc pour ça, il mérite sa place dans un 11 type. Ouais, complet. On n'a pas parlé non plus de Toninho Cerezo, c'est vrai qu'il est un joueur formidable des années 80, mais quand tu penses au Brésil 82, sur les 4 milieux de terrain, c'est pareil, celui que tu oublies, pour moi, c'est Toninho Cerezo. Ouais, mais après Cerezo, le problème aussi, c'est qu'il est fautif sur l'élimination. Donc en plus, il a un impact, direct sur l'élimination de son équipe. Donc
Et je vais enchaîner avec Falcao, parce que j'ai un autre joueur qui joue devant la défense aux côtés de Dunga. Roberto Falcao, milieu de terrain des années 80. On est sur autre chose. Techniquement, c'est un vrai relayeur. C'est un joueur qui a un volume de jeu qui lui permet d'être efficace des deux côtés du terrain. Et c'est un profil quasiment unique dans l'histoire du Brésil. C'est-à-dire que le Brésil, historiquement, joue surtout avec des numéros 10 qui s'occupent uniquement d'attaquer et des numéros 6 qui s'occupent uniquement de défendre. Et lui, c'est tout faire. Ouais, il fait les 2. Toi, Zico, c'est souvent, l'artiste, on en parlera après. Falcao, c'est celui qui gère la régie, quoi. Il gère la lumière, le son, et tout se passe bien pour le spectacle parce que lui, il gère tout pour Zico, quoi. Ouais, c'est ça. Et on parle d'un joueur de classe mondiale qui est beaucoup trop méconnu par rapport à ce qu'il est fort. Oui, oui, il a pas l'aura de, bah, justement de Zico, mais même dans Ronaldinho. Pourtant, il a même performé en Europe, hein, parce qu'à la Roma et tout, il est bon, mais Mais c'est incroyable ça, parce que quand il débarque dans le Calcio, quand il débarque à la Roma, il va quand même offrir un titre de champion à l'AS Roma et ils vont faire finale de C1. C'est-à-dire que la Roma, ils n'ont jamais fait mieux depuis. Donc on parle vraiment d'un joueur qui a mené une équipe historiquement moyenne sur le toit de l'Europe. Et je pense honnêtement qu'à un moment donné, il a fait partie des 2, 3 meilleurs joueurs du monde. Et avec le Brésil, bah, sur le Mondial 82, je pense c'est le que meilleur joueur, hein. C'est le meilleur joueur du ouais, mondial. c'est le meilleur joueur du tournoi. Alors le bémol, c'est qu'il a que 34 sélections, mais il y a quand même une explication derrière, c'est qu'il a été privé de sélection par Claudio Coutinho, qui est le sélectionneur de 77 à 80, qu'il aimait pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, c'est qu'à quelques semaines de la Coupe du Monde 78, la sélection brésilienne joue un amical à Porto Alegre contre une sélection gaucha, donc une sélection du sud du Brésil. C'est une sélection qui comprend surtout des joueurs de Grêmio et de l'Internacional, dont Falcao, qui n'est pas retenu avec la sélection brésilienne. Et Falcao va survoler la rencontre. Il va presque ridiculiser le milieu de terrain brésilien dans un match qui va se solder par un 2-2, mais ça ne suffira pas à convaincre Coutinho de le retenir pour le mondial. Ce qui est une aberration totale, parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur joueur brésilien en activité. Il marche sur le championnat avec l'International Porto Alegre. Et d'ailleurs, il est élu meilleur joueur du championnat en 78 et 79. Donc voilà, au vu de son talent, c'est un joueur qui a peu porté le maillot de la sélection. Mais par contre, quand il l'a porté, il a été extrêmement marquant et décisif. Et on se souvient notamment de son but face à l'Italie en 82 et cette scène de joie magnifique. Ouais, une belle frappe croisée à l'entrée de la surface. Ouais, ouais, c'est un gros joueur. Moi, je le mets pas parce que c'est aussi un choix, tactique. Je joue pas avec un relayeur, mais évidemment qu'il fait partie des tout meilleurs, en sélection, et à son époque. De toute façon, on l'a dit, hein, c'est vraiment un profil unique. Un joueur aussi hybride dans le milieu de terrain, le Brésil en a quasiment pas d'autres. Donc Non. pour moi, il n'a pas de vraie concurrence sur ce poste. Et c'est quasiment obligatoire de l'intégrer à ce 11 type. Oui, oui, à partir du moment où tu joues avec un relayeur, c'est sûr qu'il y a pas d'autre nom. On va enchaîner sur les milieux de terrain offensifs et sur Zico, puisque c'est celui qu'on a en commun. Le Pelé blanc, comme on l'a surnommé, et c'est sans doute justement le numéro 10 le plus unanimement respecté au Brésil après Pelé. C'est un joueur qui aurait certainement gagné 1 ou 2 ballons d'or s'il avait été éligible avec Flamengo à l'époque. C'est un joueur très élégant, mais c'est pas un joueur fantasque comme Ronaldinho ou Neymar. Alors ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de dribbler, il peut laisser sans problème 3, 4 joueurs sur place, mais il est plus dans un registre de dribble court extrêmement efficace et c'est un joueur qui est toujours décisif, extrêmement prolifique, 48 buts en 71 sélections. Ouais, il est super bon sur coup franc, hein, ouais. Mmh. Exactement. Tireur de coups de pied arrêté génial. Alors, il gagne rien avec le Brésil, mais il est le leader du plus beau Brésil de l'histoire, le Brésil 82. Et c'est une équipe qui marque l'histoire, pas par le palmarès, mais par le jeu. Ouais, Et d'ailleurs, quand on utilise l'expression c'est le Brésil pour parler d'un jeu flamboyant, parler d'un jeu spectaculaire, bah on parle de ce Brésil-là, on parle du Brésil 82, on parle de Zico, donc Zico, c'est le Brésil, et pour ça, il mérite sa place dans ce 11 type. ouais. Je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, sans coupe du monde, avec peut-être Cristiano Ronaldo, tu vois? Si tu dois en garder un ou 2.
Mais pourtant, il avait une équipe pour la gagner, hein, parce que ce soit en 82 ou en 86, à chaque fois, le Brésil est archi favori à la Coupe du monde, hein. Tant c'est une équipe qui régale et qui impressionne tout le monde. Ouais, bah, en plus sur la coupe du monde 82, ils sont ultra dominants sur la phase de poule où ils mettent, que des branlées à tout le monde et tout le monde se dit: «Bah, c'est bon en fait, ils vont être champions du monde» et ça va pas passer. Ouais, finalement, il manque vraiment que ce titre-là de champion du monde à Zico pour cocher toutes les cases, mais malgré tout, il marque l'histoire de la Seleção et de la Coupe du monde, et peut-être même plus, je trouve, que des champions du monde dont on va parler maintenant. Donc toi, tu as choisi de jouer avec Ronaldinho et Neymar sur les côtés, et Ouais, moi j'ai choisi Rivaldo. Est-ce que tu veux commencer par parler de tes deux joueurs? ouais, je peux parler des je voulais jouer avec des joueurs un peu plus, dribbleurs. Tu as dit Zico, c'est le Brésil, moi je trouve aussi que Neymar et Ronaldinho, c'est le Brésil. Des joueurs, un peu plus, fantasques, dans le dribble. Si on commence par Neymar, c'est surtout un joueur qui a porté sa génération et ça très, très tôt. C'est-à-dire que le mec quand il sort, il va avoir énormément de pression, il va y avoir énormément d'attentes sur ce joueur en sélection. Mais pourtant, je trouve que globalement, il va réussir à supporter plutôt bien la pression et à être vraiment le leader de son équipe. Je trouve que Neymar, c'est plutôt ses coéquipiers et les joueurs autour de lui qui ont pas fait le travail. Alors que lui, finalement, avec la sélection, là où en club il a pu décevoir à des moments, moi je trouve qu'en sélection, globalement, il fait tout le temps le taf. C'est un joueur qui porte, le Brésil, sur les JO, où ils vont gagner. C'est un joueur qui porte aussi le Brésil sur la coupe du monde 2014 à domicile. Moi, je trouve que c'est très décisif et puis c'est un joueur magnifique. Mais qui a pas de palmarès, malheureusement. Moi, je reviendrai là-dessus, mais C'est ce qui lui manque dans les critères, c'est ce qui lui manque. ce qui lui manque aussi au-delà du palmarès, parce que Zico a pas de palmarès non plus, c'est des images marquantes avec le maillot du Brésil, et surtout en Coupe du monde. Et pourtant, il marque, hein, il marque 8 buts en tout en Coupe du monde. Mais je trouve que ce qu'on retient de Neymar en Coupe du monde, bah, c'est sa blessure du dos en 2014, ses roulades en 2018 qui vont faire le tour du monde. Il est important pour son équipe, mais au final, je trouve qu'on garde pas d'images marquantes positives avec le Brésil. Ouais, je sais pas, je suis moins d'accord sur ça. Moi, j'en ai un, son coup franc, sur les JO qui fait gagner le Brésil, Eh, mais les JO, c'est pas la Coupe du monde, c'est pas le même niveau. Pour moi, ça doit à peine compter dans un 11 type du Brésil. ouais, mais bon, c'est quand même une action qui reste avec le maillot du Brésil, même moi son but contre la Croatie, il me reste en tête, enfin, il me revient. J'ai quand même des buts qui me reviennent. Ouais, un but contre la Croatie et dans un match où t'es éliminé. Oui, oui, bah, les images sont moins fortes aussi parce que tu gagnes pas. Moi, je pense que les images, elles restent aussi quand tu gagnes, hein. C'est la réalité, Bah, quand tu gagnes ou quand tu brilles, hein, parce que le Brésil de Zico, il gagne pas plus que le Brésil de Neymar. Mais le problème, c'est que dans les éliminations de Neymar, tu retiens que du négatif. bah, oui, oui, c'est sûr. De toute façon, le rendez-vous manqué, pour moi, c'est 2014. À 2018, le Brésil fait partie des favoris, hein. C'est vrai. Et pour le coup, Neymar est censé être au top niveau aussi. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. il y a plus de déception limite pour moi en 2018, hein. Ouais, je sais pas s'il y a plus de déception. En 2014, ils sont ultra favoris, ils sont à domicile. Après coup, tu te dis que l'équipe, elle avait des lacunes et qu'elle était un peu plus faible, mais en vrai, ils sont ultra favoris, hein. À 2014, ils sont dans les favoris parce qu'ils sont à domicile, mais je sais pas s'ils sont ultra favoris. On en fait beaucoup trop avec cette équipe, hein, parce qu'on a envie d'y croire, mais rétrospectivement, on se rend compte que cette équipe était quand même faible, hein. Donc c'est sûr. La déception, elle est là parce que ça se termine sur un naufrage, mais en 2018, je trouve que l'échec sportif est plus grand. Et puis je pense qu'ils avaient une meilleure équipe en 2018, donc ils avaient davantage de quoi, faire quelque chose. Ça, c'est clair. Je te dis, moi, je trouve Mmh. que le point faible de Neymar pour son type, c'est son histoire avec la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est trop important pour le Brésil, c'est trop important dans l'histoire de ce pays. Ouais, mais sur le palmarès, oui, mais si tu prends les autres critères, bah, en termes d'impact, bah, voilà, il est très haut. En termes d'importance pour son équipe, il est tout en haut parce que moi, c'est ce que je te dis, je trouve que pendant quasiment 10 ans, il a porté le Brésil à lui tout seul. Ah oui, oui, mais ça, c'est sûr. Il est beaucoup plus important dans son influence que Ronaldinho. Exactement. Ben, Ronaldinho, je vais pouvoir en parler. Lui, c'est très marquant en sélection, surtout sur la coupe du monde 2002. C'est là où il est le plus Ouais. marquant. C'est un peu la révélation à ce moment-là, notamment avec une image qui reste très forte, son coup franc en quart de finale contre l'Angleterre, où il va lober Seaman. Après, sur cette équipe de 2002, c'est pas non plus le leader, mais il est une révélation. Il joue à droite, c'est pour ça que je le mets, sur ce poste, de milieu droit. Je trouve que par contre, là où il aurait dû porter son équipe en 2006, il le fait un peu moins. Le top de Ronaldinho, c'est très, très haut, mais par contre, c'est quand même assez court et Ah c'est bah assez oui. court en club et c'est assez court aussi en sélection. C'est-à-dire qu'après 2006, malheureusement, ça s'arrête
Mais par contre, quand il est au top, bah, c'est un joueur fabuleux. Mais le problème, c'est que 2006, il est au top, hein. Sa coupe du monde est ratée, mais on peut pas dire qu'il soit pas au top en 2006, hein. Et d'ailleurs, ça marque presque son déclin, en fait. Après la coupe du monde, bah, déjà, il va commencer à baisser, à être moins influent. Mais en effet, quand il arrive à la coupe du monde, c'est censé être, la star du mondial et le meilleur joueur du mondial, hein. Ça, c'est clair. Et pour le coup, il est entouré, lui, contrairement à Neymar. Surtout en 2006. Là, il y a pas de problème, hein. Après en 2006, moi je trouve que l'équipe est très vieillissante, mais il est encore entouré, hein, ouais. Et par contre, je trouve que lui aussi, c'est le Brésil. Il peut vraiment t'inventer des trucs. Quand il rate un contrôle, tu as l'impression qu'il a fait exprès. Esthétiquement, c'est quand même fabuleux, ce qu'il est capable de faire Ronaldinho, donc je me dis que c'est le Brésil. Non, puis c'est un ensemble, c'est le sourire, c'est le plaisir. Tu le regardes jouer, tu la banane, quoi. Ah ouais, c'est ça. Le gars, il joue en détente, même dans des matchs de coupe du monde tout le temps, c'est ce qui peut d'ailleurs parfois être un défaut à haut niveau. Bah, tu ce sentiment que quand il joue, ça compte presque autant pour lui de faire le spectacle que de gagner. Mais complètement. Et il a pas cette âme de gagneur. Tu sens que le plaisir est plus important que le résultat pour lui. C'est la fête, Ronaldinho, dans tous les sens du terme, c'est la fête. Ouais, exactement. Neymar a un petit peu ça, sauf qu'en plus, il a cette image, un peu plus, détestable par rapport au fait qu'il va faire ses roulades, qu'il va pouvoir aussi râler. Ouais, mais Neymar, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre, de l'ego dans son rapport à l'adversaire, avec une volonté d'humilier l'autre. Neymar, je pense qu'il est pas aimé par ses adversaires, alors que Ronaldinho, Oui, ben justement, en comparaison de Neymar, Ronaldinho, on lui laisse passer beaucoup plus de trucs. Il a une image beaucoup plus sympathique. Toi, il est applaudi par les adversaires. ah bah c'est clair. Il a quand même eu sa standing ovation au Bernabéu, hein. Bah Mais ouais, parce que c'est impossible de détester ce joueur. c'est ça. Et pourtant, Ronaldinho, c'est quand même un mec qui a fait de la prison, mais malgré tout, on lui en veut pas trop, quoi. Alors que Neymar, la moindre phrase que ça divise, hein. Il est beaucoup plus clivant. Mais même au Brésil, il est clivant, Neymar. Ouais. Donc voilà, c'est deux joueurs qui sont proches dans leur profil, mais qui sont perçus très différemment. Donc ouais, c'est aussi pour ça que je l'aimais parce que les Brésiliens, eux, dans leur formation et dans leur histoire, bah, ils sont capables de fournir beaucoup de joueurs, spectaculaires, comme ces 2 là. Bah moi, j'ai choisi aucun des deux. J'ai été beaucoup plus froid. J'ai choisi Rivaldo. Bah parce qu'on parle de la sélection, on parle des joueurs avec le maillot du Brésil. Et Rivaldo, c'est ultra décisif. C'est ultra décisif en 98 et en 2002. C'est peut-être le meilleur Brésilien sur ces deux Coupes du Monde. En 2002, pour moi, c'est le meilleur joueur du tournoi, hein, largement À même, hein. 2002, c'est sûr que c'est le meilleur. Il marque sur les 5 premiers matchs du Il Brésil. est décisif à chaque match, soit sur une passe D, soit sur un but. Exactement. Même sur la finale, quand Ronaldo marque, c'est après une frappe de C'est lui qui Rivaldo. tient. Ouais, ouais, non mais Évidemment, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho, c'est un joueur qui a pas eu une trajectoire facile avec le Brésil. T'as parlé de deux génies qui, eux, sont arrivés en sélection à 17-18 ans et qui ont fait 10-15 ans avec le maillot du Brésil sans problème. Lui, il en a chié pour arriver en sélection, c'est-à-dire qu'il s'impose tard. ouais. En 96, il fait des JO qui vont très mal se passer pour lui et il est très critiqué. Il est mal aimé au Brésil à ce moment-là. Arrête, t'élites sale gueule pour Rivaldo, hein. C'est-à-dire dans Exactement. ce qu'il renvoie dans son expression, il a toujours la même tête. En plus, il a pas de chance, il a pas une tête qu'il met en valeur. Et il est vu comme un joueur individualiste, ce qu'il est, mais du coup, c'est aussi un joueur qui prend ses responsabilités. Et à la Coupe du Monde 2002, il est aussi très critiqué, notamment pour sa simulation contre la Pour la Turquie, Turquie, ouais. qui va provoquer une expulsion. Donc c'est un joueur qui a vraiment des côtés insupportables. Il a du vice, clairement, mais c'est aussi comme ça qu'il fait gagner le Brésil. Et son passage est pas très long en sélection, mais il est hyper efficace. Il dispute que 4 tournois avec le Brésil, 2 Coupes du Monde, une Copa América, une Coupe des Confédérations. Sur les 4, il en gagne 3, et le quatrième, c'est une finale de Coupe du Monde. Ouais. Donc pour moi, c'est ce qui fait toute la différence avec Neymar, et même avec Ronaldinho, parce que Ronaldinho, même s'il est champion du monde, il est présent que sur une Coupe du Monde, et c'est pas forcément en plus celle sur laquelle on l'attend le plus, alors que Rivaldo, il est là sur les 2 Coupes du Monde, il doit être là 98 et 2002. Donc par rapport à ces deux génies que sont Ronaldinho et Neymar, je débat même pas du niveau, mais sur l'ensemble des critères, je suis obligé de choisir Rivaldo. Pour Neymar, c'est vraiment le palmarès, je trouve, qui fait la différence. Sur Ronaldinho, je te rejoins. Moi, Rivaldo, si je joue avec, 2 numéros 10 comme toi, il est devant Ronaldinho. Après, c'est juste que Rivaldo, je peux pas le mettre sur un côté. Donc moi, c'est des choix de composition et tactique qui font que je dois écarter Rivaldo. Dans mon équipe, il est en concurrence avec Zico et bah, voilà, on en a parlé de Zico, c'est plus compliqué, quoi.
Et puis je trouve qu'on a trop tendance à oublier que Rivaldo à son prime, c'est quand même un sacré joueur de foot, hein. C'est un joueur hyper efficace. Donc l'écart de niveau est pas suffisant pour qu'il soit derrière Ronaldinho ou Neymar. Mais oui, oui, c'est très bien que tu l'aies mis, comme ça. Ça nous permet de mettre, Rivaldo dans une de nos 2 équipes et ça me va parce que ce joueur fait partie des joueurs un peu, sous-cotés dans son image, mondiale. Ouais. Par contre au pays, je sais pas son image. Je t'avoue que je sais pas trop. Alors après, c'est un champion du monde, donc je pense qu'il a forcément une bonne image au pays. Mais je sais pas s'il y a autant d'amour que pour des joueurs qui sont plus fantasques, parce qu'il a moins ce côté fantasque quand même, Rivaldo. C'est quand même plus un joueur tueur. On peut peut-être citer quelques autres milieux de terrain. Bah, moi dans les dribbleurs, j'avais Rivellino, forcément à partir du moment où il faut choisir. Oui, Rivellino, c'est clairement un joueur qui se justifie dans ce 11 parce que c'est le génie originel du Brésil. C'est le premier Ronaldinho en quelque sorte, qui est capable de tous les gestes, qui invente tous les gestes. Et d'ailleurs, il y a un vrai parallèle avec Ronaldinho, parce que lui aussi, il est champion du monde, sans être leader en 70. Et ensuite, quand il devient vraiment leader, c'est dans un Brésil des années 70, mais un Brésil qui perd, Ouais, qui un perd, Brésil un ouais. peu pauvre. Donc c'est compliqué au Ouais. final de l'intégrer, le moustachu. Eh oui, hein, c'est dommage de pas avoir une si belle moustache dans un top 11, mais bon, Voilà. Et après, je comme pense ça. qu'on peut parler peut-être de Socrates. Bah, c'est oui, dans l'équipe 82, pareil Falcao, pareil Zico, évidemment, il y a Socrate. C'est évidemment, il y a des souvenirs de Socrates, il y a des images, hein, pour le coup. Socrates à Coupe du monde 82, Socrates à Coupe du monde 86 avec son bandeau dans les cheveux. Son bandeau. Mais Socrates, ce qui me manque à un moment donné, c'est de courir. Non, mais c'est ça, c'est que Socrates, c'est le football romantique, mais à un moment donné, le joueur est trop limité physiquement. En 86, le match contre la France, c'est vraiment abusé. Il fait aucune course. Vraiment, c'est un scandale. Il joue vraiment en marchant. Ouais. C'est-à-dire que même un mec comme Platini qui est blessé et qui est un peu cramé, il fait plus de courses que Ah Socrates. ouais. C'est Ah, mais ça incarne le Brésil, mais si. c'est vraiment le mec du plaisir, quoi. C'est le mec qui est là pour le beau Il jeu. joue que quand il a la balle. C'est un truc de Mais fou, hein. c'est, Ouais. ouais. Forcément, on parle des légendes, il faut qu'on mette les meilleurs joueurs. Et à un moment donné, bon, s'il y a trop de limites, ça peut pas passer. On va pas parler de Kaka non plus, mais bon, Kaka, malheureusement, il arrive dans la mauvaise génération. Il arrive après. C'est un énorme talent Streka, c'est plus un joueur, qui a performé vraiment en en club. club, hein. Ouais, ouais. Bon après quand il arrive en 2010, c'est censé être, la star du mondial, de l'équipe du Brésil. Il va pas être assez décisif, tu vois? En plus, il souffre vraiment de la comparaison dans le match contre les Pays-Bas où tu as un meneur de jeu qui fait gagner son équipe qui est Schneider et que tu as quelqu'un qui est pas décisif pour son équipe quoi, sur le match, coup près quoi. Ouais. Donc il passe à côté de la compète où il doit être bon. On va passer aux attaquants. Ouais, notre duo d'attaquants. Donc attaque, je pense que là, ça va être assez évident. Donc comme on a dit, on part des années 70, mais on inclut la Coupe du monde 70 dedans. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on inclut la Coupe du monde 70, on va mettre Pelé Bah ouais, on met et on Pelé va mettre Ronaldo. et on va mettre, évidemment, Ronaldo, phénoménal. Voilà. Pas le choix. Ça a de la gueule. Bah, Pelé, je trouve que si on compte la Coupe du monde 70, même en oubliant tout ce qu'il a fait dans les années 61, bah, je trouve qu'il mérite sa place parce que je sais pas s'il y a un joueur qui a autant dominé une Coupe du monde que Pelé à la Coupe du monde 70. Alors, il y a Maradona en 86, c'est sûr, mais je trouve que ce qu'il fait à cette Coupe du monde, ouais, c'est pas le seul joueur, hein, dans son équipe, mais c'est vraiment costaud, quoi. Avec, surtout une, facilité à dominer, les adversaires. Ouais, C'est surtout ça. ouais. C'est 4 buts et 6 passés dans le tournoi, mais surtout, c'est des actions de génie à chaque match. C'est 2 des plus beaux buts non marqués de l'histoire. Le fameux grand pont fin de 2 corps sans toucher le ballon contre l'Uruguay et la frappe du rond central contre la Tchécoslovaquie. Et tu as parlé de domination, mais c'est vrai qu'on ne dit pas assez à quel point aussi il est fort physiquement. C'est un athlète incroyable en fait, hein. C'est un joueur qui travaille déjà beaucoup pour être fort. Moi, je pense que dans la professionnalisation dans l'aspect professionnel du football, il est en avance sur son temps. Enfin, c'est le mec qui saute plus haut, qui court plus vite, qui est mieux sur ses appuis, qui est mieux dans ses jambes, et d'ailleurs, il est tellement au-dessus physiquement, dans l'aspect athlétique que les autres que, finalement, le seul moyen qu'ont trouvé les équipes pour l'arrêter, c'est de le détruire, quoi, hein. C'est juste, de Ah ouais, ouais, l'assassiner, c'est clair. Même il va se faire démonter toute sa carrière, hein. Et en 66, il rate sa Coupe du Monde parce qu'il est beaucoup trop blessé, hein. Il est beaucoup trop exposé. Et d'ailleurs, sa longévité est incroyable, hein, par rapport à tout ce qu'il a encaissé. Mais comme on l'a dit, c'est pas du tout le joueur brésilien qui fait la fête, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Neymar.
C'est un joueur qui travaille énormément, qui est obsédé par la performance et c'est pour ça qu'il domine autant son époque Ouais, et surtout, c'est pour ça qu'il est aussi fort en 70 alors qu'il a 30 ans, ce qui est un âge assez avancé à l'époque et surtout pour un joueur comme lui qui a démarré très tôt. ouais, totalement. Alors, il arrête la sélection 1 an après cette Coupe du monde, mais cette Coupe du monde est un tel chef-d'œuvre que pour moi, c'est suffisant pour être dans le 11. Et alors, l'autre attaquant qui n'a pas non plus été épargné par les blessures, mais qui est tout le temps là avec le maillot du Brésil en Coupe du monde, c'est Ronaldo. Ben c'est un peu comme, Pelé, c'est un symbole de précocité quand même, Ronaldo. C'est un mec qui sort, très tôt et c'est vraiment un choc, je trouve, à l'époque où il sort parce que c'est l'attaquant quasiment parfait. C'est-à-dire qu'il est puissant, il est rapide, il est technique et il est clinique. Mais pour moi, ça va même au-delà de ça. C'est pas juste qu'il est trop fort, c'est que c'est un joueur révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un joueur dont l'arrivée dans le foot marque l'entrée dans une nouvelle ère. C'est ça. Et il y en a très très peu dans l'histoire des joueurs comme ça. Il y a Cruyff, il y a Ronaldo et il y a peut-être Messi, parce que c'est des joueurs tellement différents dans leur style et tellement dominants qui changent le modèle. Et donc ils changent le niveau d'exigence et au final ils changent la norme. Et Ronaldo contribue à changer la norme au niveau technique de jeu, vitesse de jeu, et pas que pour les attaquants, hein, aussi pour les défenseurs, parce que le fait qu'il soit aussi fort, aussi vite, ça le rend inarrêtable pour toutes les défenses du monde. Ouais. Sa première saison, quand même, en professionnel, il arrive à Crew 0. Il marque 44 buts en 47 matchs, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est plus de 40 buts, ouais, c'est un truc de Quand fou. il arrive, en fait, personne n'est prêt à recevoir ce joueur. Il déglingue tout directement. Et c'est le plus jeune ballon d'or de l'histoire. En 97, il a 21 ans, mais l'année précédente, il termine deuxième à une voix de Mathias Sammer. Donc c'est vraiment une onde de choc, l'arrivée de Ronaldo dans le foot. Et ouais, et la précocité, elle est aussi en sélection, hein. Tu en as parlé, en club à Cruzeiro, mais du coup, ça lui permet cette saison-là, 94, d'aller au mondial, aux États-Unis. Alors il est remplaçant, il va pas rentrer, mais il va gagner aussi cette coupe du monde. Ouais, bah, je la compte quand même pas trop dans son palmarès, la Coupe du Monde 94. Ah mais elle est quand même gagnée. Il fait partie des rares joueurs à 2 coupes du monde. Et puis, beh, derrière, dès la Copa América 97, il va devenir un acteur majeur et là, il va prendre, le lead, dans l'attaque, du Brésil. Et puis, bah, sa coupe du monde 2002, Bah 98, on peut parler de la Coupe du Monde 98 hein, d'abord. oui, avant, il y a la coupe du monde 98, il marque, 4 buts sur cette coupe du monde. Tu t'ai parlé de Rivaldo qui était un joueur important, bah, Ronaldo, c'est l'autre joueur important de cette équipe, 98. En plus, au-delà d'être un buteur, c'est un joueur qui est vraiment capable d'être décisif dans les passes. Ah, il a les qualités d'un numéro 10, hein. Attention. Exactement, et il est capable de partir de très loin, d'aller dribbler, de trouver la dernière passe qu'il faut, la passe décisive. Bah, il a cette étiquette de numéro 9 parce que c'est un énorme buteur avant d'être un playmaker. Mais en fait, il peut descendre très bas sur le terrain pour chercher les ballons. En sélection, il le fait un peu moins parce qu'il avait souvent Rivaldo avec lui, mais en club, moi je me rappelle de matchs à l'Inter et tout, où il va très, très bas récupérer la balle. Et après toutes ces blessures, quand il revient en 2002, il est beaucoup plus haut sur le terrain et il part de moins loin. Ah parce qu'il peut plus trop, Non. physiquement, partir d'aussi loin. Il va quand même louper quasiment 2 ans d'activité. C'est-à-dire pendant 2 ans, le meilleur joueur du monde, il joue plus un match et il revient juste, quelques mois avant, quoi. Et il revient avec le maillot de la sélection surtout, hein. Ouais. Et on oublie trop que en 2002, à quelques semaines de la Coupe du Monde, Scolari est pas sûr de le prendre hein, parce qu'il y a énormément d'incertitudes sur son état de forme. Donc c'est un vrai, vrai pari. Et en plus, il débarque dans une équipe du Brésil qui est une équipe malade, qui est pas du tout favorite pour le mondial. Ils ont galéré à se qualifier pour la seule fois de leur histoire. Elle est très critiquée, hein, ouais, cette équipe, hein. Ah bah Ouais, elle est c'est pas clair. belle, hein. Et mine de rien, quand il l'intègre, il la transforme. Mmh. Et sans lui, je pense pas que le Brésil gagne cette Coupe du Monde 2002. Bah, oui, oui, et là, il va déjà être beaucoup plus dans un rôle de buteur pur et bah, il va être, sur ce mondial, très efficace puisqu'il va finir meilleur buteur avec 8 buts. En étant à 60%, 80% max de ses capacités, hein. Bah, oui, 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 clairement, et d'ailleurs, il va finir sa carrière, comme ça. Mais c'est là où c'est un génie parce qu'il va être capable, bah, de vraiment utiliser, ses autres qualités, de transformer son jeu pour encore exister à haut niveau
Et sur 2002, bah, là, il y a des images marquantes. Il y a son doublé en finale, il y a sa coupe de cheveux, incroyable avec, Moi, je trouve qu'il y a surtout le pointu face à la Turquie et c'est là que tu vois que c'est un joueur exceptionnel parce qu'il marque en pleine course quasiment sans, déclencher sa frappe et il l'a dit après coup, hein, il avait trop mal à la cuisse pour armer une frappe, donc il a improvisé ce geste façon Romario qui est un vrai geste, de buteur de génie. ouais. Et au final, c'est un joueur qu'on retient surtout avec le milieu du Brésil, parce qu'en fait, avant ses 2 blessures au genou, il a que 3 saisons pleines en Europe, une au PSV, une au Barça et une à l'Inter. Donc au final, c'est un joueur que tu mettras dans aucun 11 type de ces clubs, je pense. Mais par contre, avec le Brésil, il s'arrange pour être tout le temps présent en Coupe du Monde. Et en 2006, mine de rien, il est encore là pour sa 3e Coupe du Monde et pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, oui, avec des images encore sur sa coupe du monde, son but contre le Ghana, ses passements de jambes sur le gardien, alors il est en surpoids, tu vois qu'il avance plus trop, mais il y a quelque chose, ça marche encore. Lui, il sort de son barbecue et il va se taper un petit but, en coupe du monde, sans problème, en 8e. Ouais, c'est ça. Il a une vraie histoire avec la Coupe du Monde, donc c'est une évidence. Et l'autre attaquant auquel on pouvait penser, c'est Romario, qui est aussi un buteur extraordinaire. C'est l'homme fort de la Coupe du Monde 94. C'est lui qui leur amène quasiment ce titre de champion du monde. Mais malheureusement, Romario, c'est qu'une Coupe du Monde et ça peut pas suffire face à Pelé et Ronaldo. C'est sûr. Ouais, coupe du monde 90, Romario, ça fait quoi? Il y est dans le groupe? Je crois qu'il est sélectionné, mais il revient de blessure sur ce mondial, il sera pas titulaire. Mais il a pas vraiment de chance avec, la coupe du monde, parce qu'en 98, il se blesse avant le mondial, il sera forfait et sinon il y allait, hein et on aurait eu, une attaque, Romario-Ronaldo en coupe du monde. Ronaldo, Romario, enfin après tournoi de France, ça joue ensemble, Copa América, ça joue ensemble. Je sais pas trop ce que ça donnait, mais je crois que c'était globalement plutôt un échec. Ouais, je sais pas trop ce que ça aurait donné, mais Romario, il en avait encore sous le capot en 98, hein. Et après, pour le reste, à ce poste, c'est compliqué, hein. Et si tu prends un peu de recul historique sur ce poste de neuf, tu te rends compte qu'en dehors des années 90, et il n'y a pas tant de joueurs que ça qui s'imposent. En fait, il y a une génération de malades dans les années 90 avec Romario, Ronaldo, Bebeto, mais tu as aussi Jardel, Elbert, Sonny Anderson. Le vivier est incroyable à ce moment-là, mais sinon en 70, t'as personne. Tu joues avec un numéro 10 en attaque, c'est Tostao. Ensuite, il faut vraiment attendre les années 80 pour trouver un top joueur, c'est Careca, mais il est tout seul parce qu'en 82, quand il se blesse et qu'il est pas là, tu joues avec Serginho Chulapa, Ouais, là, Serginho, c'est Brandao, vintage, hein, j'ai mais oublié. encore Brandao, t'es gentil, moi pour moi c'est Cheikh Diabaté. C'est vrai, le contrôle américain, mais même de la tête, il est pas bon, alors que Brandao, il a au moins ça, il a un bon jeu de tête. Et alors l'après Ronaldo, ah bah alors là c'est terrible, il y a personne. Pas à ce niveau-là, il aurait pu avoir Adriano, mais Adriano, c'est quasiment contemporain de Ronaldo parce qu'en fait, Ronaldo, tu dis, il est presque cramé en 2006, mais alors Adriano, lui, il est juste cramé en 2008, quoi. Ça, c'est pas beaucoup plus, ça va pas beaucoup plus loin oui, que mais ça, tu vois? J'exagère Adriano à peine. aurait dû être la suite de Ronaldo, en fait. Ronaldo, il est cramé par son âge, tu vois? Il arrive en fin de carrière. Adriano, il est cramé, plutôt pour, Par l'alcool. ouais, exactement, par l'alcool, sa dépression, enfin tout, quoi. Et après, c'est compliqué. Après, c'est Luis Fabiano, Après, c'est Fred, c'est Richarlison, enfin, tu vois, il y a personne qui arrive, prochainement peut-être, il faudra voir, je sais pas qui va pousser sur le poste de numéro 9, il y a Joao Pedro là, à Chelsea qui, moi, je trouve fort dans ce qu'il renvoie. Ah bah, de toute façon, on parle de Ronaldo phénoménaux, donc il va te falloir un sacré phénoménaux pour le sortir du 11, hein. Mais tu te rends compte en faisant le 11 que le Brésil, c'est un sacré pays de numéro 10, n'est pas forcément de numéro 9. Tu vois, on fera prochainement l'Argentine. Là, je pense que pour le coup, en termes de buteur, ça va être autre chose. Oui, eux, ils ont beaucoup plus de numéro 9. Alors avant de conclure, il y a un dernier joueur dont on doit parler quand même. C'est pas un numéro 9, mais c'est quand même le meilleur buteur de cette équipe de 70. C'est Jairzinho, qui est plus un ailier droit. Et c'est le seul joueur de l'histoire à réussir l'exploit de marquer dans tous les matchs du tournoi 7 buts en 6 matchs de Coupe du Monde. Alors c'est impossible de le mettre en attaque avec Ronaldo et Pelé, mais dans un système avec des ailiers, pour moi c'est un joueur qui a toute sa place, hein. Toi, tu aurais presque pu le mettre à droite à la place de Ronaldinho. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prétendants en fait sur ce poste-là à côté droit. Non, mais pour moi, il est plus rayé quand même. Déjà, mon équipe est quand même, un peu déséquilibrée, hein, bon là, si je mets Jorginho, on va dire que le Ronaldinho que je mets, c'est le Ronaldinho de 2002, quoi. Il court. C'est pas le Ronaldinho de 2006 qui court plus. Ben, je vais en profiter d'ailleurs pour rappeler les 11 types qu'on a proposés. Donc on a le même gardien, Tafarel. On a la même défense, Cafu, Lucio, Thiago Silva, Roberto Carlos. On a la même attaque,
Pelé, Ronaldo. Et par contre, on a fait des choix différents au milieu de terrain. Moi, je joue avec Dunga, Falcao, Zico, Rivaldo. Et toi, tu joues avec Dunga, Ronaldinho, Zico, Neymar. Une formule beaucoup plus offensive de ton côté. Et Dunga va avoir beaucoup de travail. Bah, ouais, parce que moi, il y a Ronaldinho, il y a Neymar, il y a Ronaldo, il y a Roberto Carlos. Il y a du monde à gérer sur les après-matchs. Ça peut être chaud, ça peut être chaud. Et en même temps, c'est ça le Brésil aussi. Mm. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va quand même ajouter un coach à cette équipe, mais je pense que ça va être vite vu. C'est Zagallo? Ah non, pour moi, c'était les Santana. Oui, c'était C'était les Santana. Santana. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, le coach des années 80, oui. Et puis, il n'y a pas beaucoup de grands coachs brésiliens, malheureusement. Il y a Scolari quand même, qui est champion du monde, mais bon, Scolari, c'est la discipline militaire, et nous, on veut du Joga Bonito. Donc, on va mettre Télé Santana aux commandes de ce 11 type. Ouais. Et on se retrouve prochainement pour la suite de cette série sur les 11 types de sélection. Yes. À bientôt dans le passé. À bientôt. Salut. J'ai beaucoup d'admiration pour les Brésiliens et tout le monde le sait. C'est-à-dire, comment tu veux pas avoir d'admiration pour eux? Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre.